aujourd'hui, donc on va commencer je vais vous présenter d'abord le module haute tension, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a comme programme, comme chapitre à faire, d'accord? Ensuite, on va essayer d'entamer directement le premier chapitre concernant la technique de la haute tension. Donc c'est un module concernant tout ce qui est domaine de la HT, d'accord? Donc vous savez qu'en S1, on a déjà entamé tout ce qui est appareillage BT, etc. Donc on avait plus travaillé en basse tension. Par contre, pour ce semestre-là, on va essayer de voir un petit peu le domaine de la HT, l'intérêt d'utiliser de la haute tension et tous les équipements qui sont utilisés dans ce domaine-là, que ce soit en industrie, que ce soit dans les postes électriques, soit ou bien dans le transport d'électricité, le moyen de transporter par exemple les câbles, etc. Donc je vais essayer de partager d'abord. Et là, attendez, je dois accepter certains parce que pour qu'ils puissent accéder. Voilà. Donc, ok. Voilà. Je vais vous partager le fichier d'abord. Sélectionner. Pardon. Donc, voilà, je vais vous présenter d'abord le programme qu'on va essayer de voir pendant ce semestre-là. OK? Donc, comme on va aborder tout ce qui est technique de la haute tension, donc j'ai divisé le programme en différentes parties. Donc, la première partie concerne l'introduction à la technique de la haute tension. Ça veut dire qu'on va essayer de voir quelle est l'utilité d'utiliser la haute tension, le domaine, les différents niveaux de tension qui sont utilisés et bien sûr plus dans le domaine HT en globalité, en général. Ensuite, on va spécifier pour notre pays qui est l'Algérie, d'accord? Et bien sûr, les différents niveaux à respecter, que ce soit en BT, MT ou bien HT. La deuxième partie, comme vous savez, pour avoir une tension qui est assez élevée, on doit recourir à l'utilisation de certains générateurs parce que l'énergie qui est libérée, elle peut être faible, donc pour pouvoir l'augmenter, donc il faut utiliser d'autres sources élevateurs telles que les générateurs et les sources de haute tension. Donc on va voir à peu près ceux qui existent en réalité, que ce soit dans le côté industriel ou bien dans les laboratoires de test des équipements de haute tension. La troisième partie, c'est la coordination de l'isolement qui, bien sûr, concerne les essais du matériel acheté. Donc, tout ce qui est mesures effectuées au niveau des équipements et quelles sont les caractéristiques électriques qu'on peut mesurer et qui peuvent nous donner des informations concernant les équipements ou bien les tests qu'on veut effectuer. La quatrième partie,
c'est les surtensions. Donc, par rapport, on a déjà vu c'est quoi la surtension, les différents types de surtension au premier semestre, d'accord. Donc là, on va c'est spécifié comme pour la foudre. Donc pourquoi? Parce que c'est un phénomène bien sûr qui est spectaculaire et qui présente beaucoup de dangers, que ce soit pour les personnes ou bien pour les sites industriels lourds ou bien pour tout ce qui est équipement alimenté à des tensions assez élevées. Donc on va voir ce phénomène-là, comment il se manifeste et quels sont les moyens qui nous permettent de remédier à ce problème-là. La cinquième partie, c'est les pollutions des isolateurs achetés. Parce que pourquoi je fais ça? Parce qu'on essaie de cerner tous les équipements qui sont utilisés en MT achetés. Et là, le seul site là où on peut trouver tous ces équipements, c'est les postes achetés MT. C'est là où vous pouvez trouver l'équivalence des équipements en MT achetés par rapport à ce qu'on a vu en S1 concernant les équipements BT. D'accord? Donc, un poste, généralement, c'est un lieu qui bien sûr, contient à peu près la majorité des équipements qu'on peut voir et qu'on peut, bien sûr, détailler et voir leur comportement dans le site, leur fonctionnement, la maintenance de ces équipements et comment ils sont fabriqués et quel est l'intérêt d'utiliser l'un ou l'autre, d'accord, et comment pouvoir tirer l'information de ces équipements pour bien sûr assurer la protection et les opérations de maintenance et d'entretien. Après, on va essayer de voir les câbles, parce que tout le transport d'électricité en acheté se fait à travers des câbles électriques, d'accord, donc ces câbles-là, donc ils sont nécessaires pour le transport, l'interconnexion ou bien la distribution. Donc vous avez différents types de câbles qui existent et généralement quand on parle de la HT, le paramètre le plus important qui nous intéresse au niveau de câbles, c'est le matériau qui constitue ces câbles, comment le choisir et quelles sont ses propriétés, les propriétés les plus efficaces qui peuvent bien sûr nous assurer un bon transport et une bonne distribution de cette énergie électrique à travers ces câbles. Ensuite, on va essayer de voir aussi la mesure de haute tension en laboratoire, comment elle se fait, quels sont les moyens qui nous assurent cette mesure, parce que tout équipement, avant qu'il soit installé dans un poste ou bien dans une centrale ou dans un autre site, là où ça demande des niveaux de tension élevés, on doit les tester dans des laboratoires de haute tension à travers des équipements de mesure et bien sûr pour pouvoir identifier les différents paramètres nécessaires pour bien sûr voir le comportement de ces appareils et leur efficacité au niveau du site. La neuvième partie est consacrée au niveau des transformateurs de puissance, leur maintenance et leur traitement. Et comme vous le saviez, aucun transport ni distribution ne se fait en dehors de l'utilisation de transformateurs de puissance ou bien de distribution en BT. D'accord? Donc, vous voyez à peu près l'ampleur et l'importance de ces équipements-là. Et ils sont comptés comme les équipements les plus chers dans un poste électrique qui assure le transport, l'interconnexion, la distribution, d'accord, par leur niveau, que ce soit élevé, ABC ou en MT. Donc, les transformateurs, comme vous le saviez, vous l'avez déjà vu, je pense, et peut-être élévateur comme il peut être abaisseur. Donc, selon le lieu d'utilisation. Donc, c'est des appareils qui sont très, très chers, d'accord. Donc, leur maintenance et leur traitement et leur entretien, il est important et primordial pour pouvoir conserver leur durée de vie dans bien sûr, dans un poste électrique ou bien dans un poste de distribution. Donc, à peu près toutes les parties, c'est-à-dire le programme est cerné dans ces parties-là. Bien sûr, chaque partie, dans chaque partie, on va présenter bien sûr les informations les plus importantes qui seront utiles après au niveau des sites, là où vous allez affronter peut-être dans la vie professionnelle. Donc, et c'est comme ça, on va essayer de cerner tous le matériel et tous les matériaux, parce que je pense que vous avez déjà vu le cours de matériaux en licence. Vous saviez que le matériau constituant ces équipements, il est très important qu'il soit isolant ou conducteur. Par contre, ce qu'il faut savoir qu'en acheté, on parle d'équipements qui sont
dans l'utilisation du matériau qui les protège, c'est des matériaux isolants. Et là, on va les voir sous différentes formes parce qu'un matériau isolant, il peut être de type solide, il peut être liquide ou bien peut-être gazeux. Donc, selon l'état de ce matériau, on peut leur attribuer leurs propres caractéristiques. Les caractéristiques diffèrent d'un matériau à un autre. Et bien sûr, le but de l'ingénieur, les caractéristiques efficace la plus importante au niveau de l'équipement qu'on va utiliser. Donc, je vais aussi, pour bien sûr tout ça, vous avez quand même une bibliographie que vous pouvez consulter dans ce sens-là. Et bien sûr, à partir de laquelle vous pouvez avoir différents types d'informations. Et là, vous avez ces références bibliographiques, comme vous avez des livres et là, c'est des livres qui traitent de la haute tension, d'accord? Donc, quand par exemple, le livre Robert qui traite tout ce qui est matériaux de l'électrotechnique, donc c'est des matériaux qui sont destinés dans le domaine de l'électrotechnique, donc électrique. Vous avez André Fossé et Robert Servant, donc les matériaux aussi. Vous pouvez avoir le Haguet qui traite tout ce qui est haute tension, d'accord. Le Roi aussi, les propriétés diélectriques de l'air et les très haute tension, parce que tous les matériaux qu'on va voir concernant la fabrication de ces équipements qu'on va étudier doivent avoir des propriétés physiques électriques. Les propriétés sont très importantes qu'on peut mesurer à travers des appareils bien définis, voir quelques-uns au fur et à mesure dans le cours. Vous avez le Cauchy et le Durand, l'électricité générale, les matériaux avec période. Vous avez un Rosin qui travaille les matériaux semi-conducteurs, parce que même les semi-conducteurs, on peut les utiliser. D'accord. Et vous avez les matériaux supraconducteurs, le High Voltage Insulation Technology, donc parce que c'est les isolants, c'est l'isolant en haute tension. Vous avez High Voltage Engineering, qui est très important aussi, le Holzhausen, donc qui est très important, et vous pouvez avoir plusieurs théories, pratiques et théoriques, donc pour plusieurs techniques, les technologies des matériaux. Vous avez le QFEL, le High Voltage Engineering, et même le QFEL, vous trouvez pas mal d'informations. Les propriétés diélectriques dans l'air et les très hautes tensions dans le Garé, et la haute tension, l'édition William, plus le High Voltage Direct Transmission. Donc, c'est la transmission. Là, c'est le transport et la transmission en HDC, c'est le courant continu. Comme vous saviez, le transport il est le plus souvent fait en alternatif, mais maintenant, pour pouvoir être beaucoup plus élevés, ils ont recours à des niveaux de tension continue qui sont utilisés dans les réseaux électriques. Donc, on va essayer maintenant de voir, de détailler petit à petit les différentes informations, bien sûr en évoquant un certain nombre de chapitres pour pouvoir combler tout le module HT. Je vais vous partager un autre document ici. Donc, commencer par la première partie concernant la technique de haute tension. Je vais vous poser une question. Pourquoi on utilise la HT, la haute tension? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Madame, pour transporter l'énergie électrique en diminuant les pertes. Qui parle? Qui parle? Qui a répondu? C'est moi, madame, le délégué. Tabokoyot. Oui. Hichem, c'est ça? C'est Hichem? Oui, madame. Ok. Oui, pourquoi? Comment diminuer les pertes? Pourquoi il y a des pertes? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Madame, à cause d'impédance.
Le transport, il se fait comment? À travers quoi? Et ligne. À travers des lignes. D'accord? Et ces lignes, Impédance. c'est des lignes qui ont des longueurs qui sont Important. importantes. D'accord? La puissance transitée, elle est en fonction de quoi? P, c'est quoi? Donnez-moi la formule de la puissance. Elle a une relation avec la tension et le courant. Oui, la tension est courant, c'est sûr. Et la tension, c'est quoi? C'est RI. Oui. Donc, votre puissance, elle est proportionnelle à I au carré. C'est RI au carré. D'accord? Et vous avez une ligne qui présente des longueurs qui sont assez importantes. Donc, plus vous avez la ligne, elle est importante, plus les fluides sont très importants. C'est vrai ou non? Donc, ça veut dire que le courant, il est important. OK? Donc, pour diminuer le courant, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la tension. On augmente la tension. D'accord? Donc, ils essaient d'augmenter la tension. Pourquoi? Parce que généralement, les lignes HT forment un réseau qui permet le transport et généralement le transport et l'alimentation en électricité, soit à une échelle régionale, soit à une échelle locale. D'accord? En même temps, ils alimentent aussi ce qu'on appelle les industries lourdes. D'accord? Les consommateurs, soit les petits ou bien les gros consommateurs. D'accord? Donc là, vous avez un transport qui se fait à grande échelle. Donc, ils ont vu qu'il y a eu beaucoup de pertes. Donc, pour pouvoir remédier à ce problème, ils ont opté pour l'utilisation de la haute tension pour bien sûr diminuer les pertes. D'accord? Donc, voilà. Regardez l'énergie électrique. Elle n'est pas généralement, pourquoi? Parce que vous avez de grandes lignes, donc elle n'est pas produite à proximité immédiate des lieux d'utilisation. D'accord? Donc elle est transportée à travers des lignes, bien sûr, qui ont des longueurs assez importantes. Donc il faut la transporter à des distances qui peuvent atteindre même des kilomètres. Comme vous voyez, donc vous avez pendant le transport, donc il y a une chaleur qui est dissipée durant le transport, donc il y a des pertes, d'accord, qui sont proportionnelles au carré du courant, d'accord. C'est pour ça qu'ils ont opté donc pour l'utilisation des, pardon, voilà, utilisation bien sûr des, comment dirais-je, pardon, de la haute tension. Par exemple, là, je vous donne un exemple, parce que regardez, comme vu il y a comme il y a un courant qui passe au niveau des conducteurs, donc automatiquement il y a ce qu'on appelle des échauffements. Donc, par exemple, si on veut évacuer une énergie d'un groupe de 100 mégavolt-ampères, généralement, le courant il sera de 260 ampères sur une tension de 220 kilovolts. D'accord? Donc, si on voit l'équivalent par rapport à une tension qui est inférieure, regardez pour 15 kilovolts, vous voyez le courant il est de 4000 ampères. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous voyez, il y a l'échauffement qui se produit au niveau des conducteurs de câbles. D'accord? Donc, il y a une certaine chaleur qui est dissipée. D'accord? Donc, ça va et là, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup d'équipements qui sont énormément importants et surtout des pertes par effet jour qui sont inadmissibles, qui ne sont pas acceptables. Et là, regardez, j'ai mis une photo ici, là où vous avez un pylône, là où vous branchez donc les et il y a un échauffement, qui peuvent être par exemple causés pour ces si c'est
ça, au niveau des lignes, donc, problème-là, local, et bien sûr préventif pour pouvoir éviter ce genre d'accident ou bien de problème. Ce que vous avez aussi, donc le but, c'est de réduire les chutes de tension en ligne, donc les pertes et améliorer la stabilité du réseau. C'est pour ça qu'on parle de stabilité et d'instabilité, si vous avez vu dans le module de réseau. Donc votre réseau, il devient instable. Donc vous pouvez avoir bien sûr des élévations, par exemple, de tension ou bien des échauffements dans certains points locaux au niveau de votre ligne de transport, comme vous pouvez l'avoir au niveau de certains équipements qui servent à la protection ou d'alimentation. D'accord? Donc, la puissance transportée équivalente, donc elle est diminuée, donc on diminue le courant et les pertes au niveau de ces réseaux-là en utilisant le niveau des niveaux de tension qui sont assez importants. En même temps, j'ai mentionné que par ailleurs, pour diminuer la résistance aux fréquences industrielles au niveau d'un câble électrique, c'est pour ça que vous voyez, il y a le choix. Vous avez les câbles qui peuvent se présenter sous différentes formes, selon la constitution, selon le type d'isolant, d'accord, et selon le type d'utilisation, d'accord. Donc, dans ce cadre-là, il n'y a que deux facteurs qu'il faut prendre en considération. La réactivité des matériaux, donc quelle est la réactivité du matériau qui est choisi, d'accord, ou bien qui est utilisé pour pouvoir fabriquer les câbles de transport, et la section de ces câbles. Donc, on peut agir sur le matériau et la section, d'accord, pour pouvoir faire varier la résistance du câble. Ce qu'il faut savoir que les câbles, c'est, comment dirais-je, c'est le pilier, d'accord, du transport. Parce que s'il n'y a pas de câble, comment vous allez transporter cette énergie à travers les différents lieux, d'accord, que ce soit dans des lieux, c'est-à-dire à proximité, ou bien dans des lieux qui sont à des longueurs assez importantes. D'accord? Donc là se pose la question, et là si on voit le câble de transport, donc les câbles sont de différentes natures, de différents matériaux, d'accord, de différentes utilisations. Donc comment faire le bon choix de ce câble? Et là, toutes ces questions-là, on va les répondre quand on va voir le cours sur les câbles électriques qui sont destinés au transport MT et HT. Et dans ce tableau-là, il ne faut pas voir que la haute tension, elle a utilisé rien que pour le transport d'énergie, d'accord, au niveau des lignes de transport que vous avez l'habitude de voir dans l'air libre comme ça à l'extérieur. Mais il y a différents domaines qui utilisent la haute tension, d'accord. Ils sont répartis selon le domaine d'utilisation. Par exemple, on va commencer par ce qu'on appelle les réseaux électriques. Donc, vous savez que les réseaux sont alimentés, bien sûr, à travers les lignes aériennes, d'accord. Donc, tout ce qui est ligne aérienne est alimenté en HT, pour le transport et l'interconnexion. Vous avez affaire à des câbles, donc on utilise au niveau parce que les câbles, déjà, ils sont alimentés avec des niveaux de tension assez élevés. Donc, après, on va voir les niveaux de tension utilisés. D'accord, comme par exemple chez nous, on a le réseau 60 kV, 30 kV, le 220 kV et le plus récent qu'il y a quelques années, le 400 kV. D'accord, donc ils sont traversés par 6 niveaux de tension qui sont assez importants. D'accord, donc c'est la haute tension. Généralement, le terme haute tension, comment dirais-je, on l'utilise pour des niveaux de tension qui sont supérieurs à de 1000 volts et plus. Tout ce qui est inférieur à 1000, c'est le domaine de la BT. Tout ce qui est inférieur à 50, c'est le domaine de la TBT, la très basse tension. D'accord? Donc, les niveaux diffèrent selon la valeur de la tension qui est appliquée. Donc, vous avez les câbles, vous avez les isolateurs. Les isolateurs, c'est ce qu'on appelle, c'est des matériaux. Ils sont constitués par certains matériaux qui ont différentes formes. Ils sont présentés sous forme d'assiette avec un capot-tige, d'accord, que vous avez l'habitude de voir au niveau des lignes. Ils peuvent se présenter tout avec des chaînes
d'isolateurs, plusieurs, d'accord, qui sont combinés en une seule chaîne et bien sûr qui servent à isoler la ligne par rapport à la terre. D'accord? Donc, ces isolateurs aussi sont alimentés au niveau de la ligne à travers les tensions assez élevées. Les transformateurs de mesure de courant ou de tension, généralement que vous trouvez au niveau des postes électriques ou bien au niveau des sites, là où ça nécessite des tensions élevées. Donc, on les utilise, c'est des appareils de mesure qui vous permet d'avoir une information sur le courant et la tension utilisée. Vous avez aussi les parafoudres, les sectionneurs. Donc, bien sûr, les sectionneurs, c'est des équipements qui, comme on a, c'est-à-dire la fonction, elle ne change pas, sauf que les sectionneurs qui sont utilisés en HT et MT sont différents de ceux qui sont utilisés en BT. Donc, c'est des appareils qui vous permettent d'assurer l'isolation entre les circuits. Les disjoncteurs, c'est la protection et la détection des défauts. Les parafoudres c'est des appareils qui assurent la protection contre les surtensions, que ce soit interne ou externe. Donc, interne, c'est par rapport aux surtensions internes à l'installation, ou bien externe par rapport au phénomène de foudre. Les mises à la terre, donc quand on passe à des niveaux élevés, MT ou HT, automatiquement vous avez le réseau de terre, même qu'il existe même en BT, mais il est vraiment très très important dans le domaine de la MT-HT. Tout fonctionne dans le bon, c'est-à-dire dans le bon sens, si on a des mises à la terre qui sont comment dirais-je, bien installées et qui ont des résistances qui sont les plus faibles possibles pour pouvoir acheminer tout type de défaut vers la terre. Vous avez les condensateurs qu'on peut généralement utiliser pour la compensation de l'énergie réactive. Les transformateurs de puissance, donc c'est la base du transport. Donc, c'est à travers ces équipements, ces machines statiques, on peut élever ou abaisser la tension. D'accord? Donc, bien sûr, leur composition, elle est assez complexe. Il y a pas mal d'équipements qui sont installés au niveau des transformateurs de puissance pour assurer le bon fonctionnement, la surveillance, l'entretien et la maintenance. Les alternateurs aussi, d'accord? Donc, l'appareillage SF6, comme par exemple les disjoncteurs, vous avez déjà des disjoncteurs qui sont isolés à base du SF6. La compatibilité, ce qu'on appelle électromagnétique, c'est ce qu'on appelle la CEM. La CEM, je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi la CEM. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la CEM? Je vous écoute. Vous êtes là? Oui, madame. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la CEM? La compatibilité électromagnétique. Au moins, vous me répondez si vous êtes là. Oui, madame. Est-ce que vous avez entendu parler de la CEM? Si, oui, dites-moi oui. Si, non, dites-moi non. Non, jamais. Non, Comme ça, au moins pour vous expliquer. La CEM, c'est quoi? La CEM, c'est ce qu'on appelle la compatibilité électromagnétique. Elle est très, très, très importante. D'accord? Regardez, des fois, vous avez, au niveau des installations, vous avez des réseaux qui sont avoisinants. Vous avez le réseau électrique, vous avez par exemple le réseau téléphonique, de télécommunication. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont l'un à côté de l'autre, bien sûr, avec des distances respectées selon les normes. D'accord? Donc, le fait d'avoir ces réseaux-là, il peut y avoir des interactions entre les deux en cas de problème. D'accord? Ça veut dire que le fait que pour ces équipements, c'est-à-dire c'est pas s'il y a une bonne compatibilité électromagnétique, ça veut dire que ces équipements, c'est le fait que ces équipements peuvent supporter leur effet électromagnétique mutuellement. D'accord? Cela veut dire qu'il s'agit qu'il y a
de la, comment dirais-je, la capacité d'un dispositif ou bien d'un équipement ou bien un système à fonctionner de manière satisfaisante dans son environnement électromagnétique. Quand vous avez deux réseaux, ça veut dire qu'il y a des influences du champ, parce qu'il y a des champs électriques et électromagnétiques, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet électromagnétique, d'accord? Donc, c'est que ces équipements-là, ils ont la capacité de fonctionner correctement dans cet environnement. Bien sûr, sans qu'ils introduisent eux-mêmes, par exemple, des perturbations électromagnétiques, d'accord? De telle façon à créer des troubles au niveau du fonctionnement et bien sûr nuire le fonctionnement des appareils ou les systèmes, les dispositifs qui sont situés dans son environnement. D'accord? Ça veut dire s'il y a un problème dans le réseau électrique, au niveau des câbles électriques de transport, s'il y a un problème, il ne faut pas qu'il perturbe par exemple le réseau de télécommunications. D'accord? Mais des fois, il y a des interactions entre les deux et cette interaction, elle peut c'est-à-dire donner pas mal de problèmes, provoquer des problèmes qui sont assez importants et qui peuvent nuire au fonctionnement de ces réseaux. D'accord? Et des fois même, elles rentrent dans le cadre de la sécurité, par exemple, des personnes contre ces rayonnements électromagnétiques. Donc, on peut avoir comment dirais-je, l'interaction de ces champs sur le corps humain, par exemple. D'accord? On va essayer de voir après l'effet biologique du champ, d'accord, sur le corps humain, d'accord, mis à part l'influence sur les équipements qui peuvent perturber leur fonctionnement et peuvent provoquer même des dégâts, des incendies, des échauffements, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui, madame. Madame. Vous avez le domaine statique. Le domaine statique, donc là, c'est le domaine qui comporte, par exemple, on peut, par exemple, avoir des générateurs. Les générateurs, c'est les sources. Ce qu'on appelle les générateurs électrostatiques. Les générateurs électrostatiques, c'est eux qui ont... C'est quoi? C'est qu'ils nous permettent d'avoir un phénomène d'électricité statique. D'accord? Par exemple, pourquoi on parle d'électrostatique? Parce que généralement, je ne sais pas, peut-être tous vous avez remarqué ça, en cas de frottement, par exemple, entre certains matériaux, d'accord, il y a des électromobiles qui peuvent se mettre en mouvement. Comme, regardez, comme vous avez, par exemple, des fois, peut-être les filles, elles ont remarqué qu'au niveau des cheveux, des fois, vous avez des cheveux qui sont électrifiés. Par exemple, en essayant de lisser les cheveux, des fois, vous avez des cheveux qui montent comme ça. D'accord? Parce que, pourquoi? Ils ont comment dire, acquérir un certain nombre de charges qui a permis, est-ce que c'est les charges qui se trouvent à son niveau sont devenues, sont rentrées en mouvement bien sûr, de telle manière à créer ce qu'on appelle un phénomène d'électricité statique. D'accord? Donc, quand vous avez deux matériaux qui se frottent, donc vous avez des électrons qui rentrent en mouvement. Donc, bien sûr, ces électrons, ils sont arrachés à certains atomes, etc., et attirés par d'autres. D'accord? Donc, ils peuvent être arrachés à certains atomes et, bien sûr, attirés par d'autres, d'accord, qui se trouvent dans d'autres atomes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une modification de la charge électrique de la matière. Donc, la matière, sa charge électrique change, d'accord? Et là, elle conduit au phénomène, ce qu'on appelle d'électricité statique. Pour ça, donc, comment conduire à ça? Donc, il y a des générateurs qui peuvent vous produire ça, d'accord? Une énergie électrostatique, bien sûr, pour, bien sûr, l'alimentation de certains équipements qui nécessitent une énergie électrostatique. Vous avez, par exemple, les filtres. Les filtres, il y a ce qu'on appelle aussi les filtres électrostatiques. Il y a des filtres, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a des filtres, les filtres électrostatiques, ils ont commencé à être fabriqués, pardon, je pense si mes souvenirs sont bons, en 1906. D'accord? Et ces filtres électrostatiques, qu'est-ce qu'ils ont comme rôle? C'est qu'ils permettent d'éliminer tout type d'impuretés, telles que par exemple
les poussières, les fumées, d'accord, qui se trouvent en suspension dans l'air ou bien dans des gaz, ou, d'accord. Et généralement, ces filtres électrostatiques coûtent plus cher que, par exemple, les filtres à air qu'on utilise, par exemple, dans les véhicules. D'accord? Donc, vous avez aussi les imprimantes, parce que l'imprimante, elle sert à quoi? À collecter des informations et les imprimer sur des papiers. Donc, à travers des charges qui vont fixer ces informations au niveau du papier. Vous avez les peintures. Il y a des peintures électrostatiques. D'accord? Et les peintures généralement électrostatiques, c'est des peintures qui sont fluorescentes. D'accord? Qu'on utilise pour par exemple, comment dirais-je, l'identification de certains, je sais pas, quand c'est électrostatique, on peut par exemple identifier d'une façon visuelle, par exemple, l'objet, d'accord? Il y a des moteurs électrostatiques. Il y a ce qu'on appelle aussi la xérocopie. La xérocopie, c'est la photocopie en réalité, d'accord? C'est un procédé d'impression par petit tirage. C'est pas comme le grand tirage par stencil, d'accord? Donc c'est de l'impression par petit tirage. Donc vous pouvez faire des photocopies d'une, deux feuilles par exemple. Donc on peut faire avec des petits nombres. C'est pas comme les tirages là où le nombre il doit être important. Vous avez aussi dans le domaine de la physique les microscopes électroniques qu'on utilise pour bien sûr essayer d'identifier les cellules microscopiques au niveau d'un matériau ou autre. Les accélérateurs de particules. Les accélérateurs de particules dans le domaine de la physique, ils sont utilisés aussi bien sûr qu'on utilise dans le domaine industriel. Par exemple, pour accélérer un certain nombre de particules pour pouvoir arriver à un certain procédé bien défini. D'accord? Dans le domaine de la médecine, aussi vous utilisez de la haute tension. Comment l'utiliser? L'effet biologique des champs électriques. Par exemple, l'effet biologique, c'est quoi? C'est que vous avez comment dirais-je, il y a des équipements, par exemple la radiologie. Avec la radiologie, on peut identifier par exemple l'effet du courant sur par exemple les tissus du corps. Donc, pourquoi? Parce que généralement, quand la personne est exposée à un champ électrique ou magnétique pendant une période bien importante, donc qu'est-ce qui se passe? Le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il absorbe cette énergie qui est transportée cette énergie, et cette énergie, elle va être transformée sous forme de chaleur. Donc, les tissus du corps, les tissus biologiques chauffent. Donc, ils peuvent aussi, la présence du champ électrique, c'est pour ça qu'on évite d'être à proximité, par exemple, d'habiter à proximité de lignes de transport. Là où vous avez l'évacuation ou bien la présence du champ électrique ou bien du champ électromagnétique, on évite parce que ça peut causer des dégâts au niveau du corps humain. Par exemple, ce champ il peut stimuler le système nerveux. La personne elle peut avoir des maux de tête. Si c'est à long terme, vraiment à long terme, ça peut provoquer même par exemple des tumeurs, des troubles visuels. D'accord? Donc, tout ça rentre dans le cadre de la médecine. Il y a aussi le diagnostic et thérapie par rayon X. Par exemple, les générateurs de rayons X avec lesquels on fait la radiologie, par exemple le scanner et tout. D'accord? Donc, dans ce sens-là, c'est quoi? Comment générer ces rayons? À travers un générateur qui doit être qui est alimenté à base de sources d'énergie dont la tension elle est importante. Donc, c'est de la HT. Il y a aussi l'ozonothérapie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je sais que, à ma connaissance, ils font l'ozone. On peut traiter. Il y a des thérapies qui se font à base d'ozone. Et l'ozone, comment elle est fabriquée? C'est-à-dire cette ozone, comment on peut l'avoir? Parce que elle est appliquée à des fins, bien sûr, médicales.
ce qu'on appelle l'ozone médical, qui par exemple qui peut traiter par exemple de multiples maladies. Hein. Il y a par exemple l'ozone, elle peut traiter les tissus, elle peut par exemple quelqu'un qui a un problème au niveau de l'audition, donc elle a un effet sur l'audition. Elle peut traiter aussi pas mal de maladies. Donc, la génération d'ozone, comment on l'a générée? Parce que je ne sais pas si vous connaissez, l'ozone, vous avez un appareil qui crée l'ozone, mais en association avec ce qu'on appelle un concentrateur d'oxygène. Parce que pourquoi? L'ozone, c'est une décharge pour la génération d'ozone. Il faut appliquer une décharge électrique à haute tension dans un flux d'oxygène. Ça veut dire cette décharge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va assurer la dissociation d'oxygène à une certaine énergie. Cette énergie, elle est nécessaire à la production de certains radicaux à partir de l'oxygène. D'où, comment dirais-je, la génération de cet ozone qui sert à traiter certaines maladies, d'accord, qui sont bien sûr multiples. Vous avez aussi l'électrophorèse. Je ne sais pas, peut-être est-ce que vous avez entendu parler de l'électrophorèse? Non, madame. L'électrophorèse, regardez, vous avez, comment dirais-je, généralement on l'applique dans les analyses médicaux. Électrophorèse, d'accord? C'est-à-dire, on peut dire, c'est une technique séparative, d'accord? Qui permet de séparer, par exemple, certains composants de liquide, qui soit le sang, soit comme les urines, par exemple. Par exemple, si on veut, les gens qui ont des problèmes rénaux, par exemple, on essaie de détecter est-ce que il y a des protéines qui sont dégagées dans les urines, par exemple. Donc, pour identifier ces protéines, donc on utilise cette technique qui est l'électrophorèse. Et pourquoi on l'insère dans le domaine d'utilisation de la haute tension? Parce que cette analyse-là, ces composés sont analysés où? Ils sont analysés dans ce qu'on appelle des capillaires, comme des tubes comme ça, où ces capillaires, ils sont plongés, comment dirais-je, comme des réservoirs. Hein. On peut dire dans des flacons, comme des réservoirs, où ces réservoirs, on plonge deux électrodes, d'accord, qui sont reliées à un générateur de haute tension. Et généralement, on dit que la tension qui est appliquée à l'intérieur, elle est de l'ordre de dizaines de kilovolts. D'accord? Donc, quand j'applique cette tension à l'intérieur, cette tension par rapport à ces capillaires, dans ces capillaires, elle va aider à agir sur ces matériaux qui sont liquides, d'accord? Et donc, provoquer la séparation des protéines de ce liquide. D'accord? Et selon le taux qu'il nous donne, on saura si la personne elle a une insuffisance rénale ou non. D'accord? Ça, un exemple sur l'électrophorèse.